Alors moi je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans, je suis divorcée avec 2 enfants. Je suis atteinte d'un cancer. J'ai eu un premier cancer en 2009, donc un cancer du sein. Ma fille à l'époque avait 7 ans, mon petit avait 3 ans. En 2013, on m'a annoncé que j'étais métastasée sur tous les os du tronc et les ganglions du thorax. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 13 ans, je suis en 5e et j'étais une jeune aidante de ma mère. Elle était malade pendant 3 ans, 4 ans, un cancer du foie. Depuis ces 10 dernières années, nous avons rencontré de plus en plus fréquemment des aidants particuliers, des aidants qui ne sont jamais montrés, jamais entendus, que sont des jeunes aidants, c'est-à-dire des enfants, des adolescents et des jeunes adultes entre 8 et 22 ans qui au quotidien apportent une aide auprès d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, un grand-père et grand-mère, soit atteint d'une maladie grave ou d'un handicap, qu'il s'agisse d'un handicap moteur ou un handicap mental. La question des aidants est cruciale quand on s'occupe de patients sur leur lieu de vie, puisque sans proches, sans famille, sans ce que nous appelons aujourd'hui des aidants, il n'y aurait pas de possibilité de maintien au domicile. Ah oui, ce sont mes enfants qui m'aident au quotidien, surtout ma grande. Ma grande qui, avant d'être placée, en faisait beaucoup trop, qui faisait beaucoup le ménage, pas le choix. Vu que j'étais sur le canapé, elle faisait à manger, surtout à manger, le ménage, s'occuper de son frère, de s'occuper un peu de tout, quoi. Surtout, le problème, c'est qu'elle en faisait beaucoup trop, quoi. Sur les chiffres, à l'époque 2015, on annonçait 8,3 millions d'aidants. Eh bien, 11% avaient entre 16 et 30 ans, ce qui fait 915 000 aidants. On n'a pas de statistiques en deçà de 16 ans. J'ai aidé ma maman en soutien, surtout soutien moral, en faisant les tâches ménagères, la vaisselle, tout ce qu'il y a à nettoyer, la litière du chat, donner à manger au chat, des trucs comme ça. Non, les courses, on y allait toutes les deux. Elle avait toujours la force pour y aller. Ce que les enfants nous apprennent et nous ont appris durant ces 4 années, c'est que se définir comme aidant, on le sait, pour la population adulte est compliqué, ça l'est encore plus pour les jeunes, puisque pour eux, ce qu'ils font pour le parent, eh bien, c'est juste naturel. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas comme étant dans une position de jeune aidant. Non, moi je trouvais ça normal. Parce qu'une personne est malade, faut l'aider, quoi. C'est logique. Les 2 risques majeurs pour cette population sont les mêmes que pour la population adulte, une négligence de soins, un isolement social qui se traduit chez ces enfants vers des difficultés scolaires, voire des échecs scolaires, voire, ce qui est aussi fréquent, un véritable décrochage scolaire. Elle rejetait la maladie. Elle ne la voulait pas. Hein. Pour elle, j'étais pas malade. C'est bon, la chimio était finie, tu peux retourner travailler. Pour elle, elle ne voulait pas le voir. Je la sentais très énervée, très agressive. Elle est devenue agressive à force de faire le ménage, de tout faire. Même des fois, elle me disait, c'est moi qui fais tout dans cette maison, alors qu'elle avait à l'époque 14-15 ans, quoi. Oui, ma fille, oui. Elle est devenue agressive. Mon fils, oui, il a 12 ans, donc c'est le garçon qui... Voilà, il préfère aller jouer avec ses copains, hein, le ménage c'est pas trop son truc. Par contre lui c'est quand il voit que j'ai mal, quand il voit que j'ai du mal à monter les escaliers, là tout de suite il va m'aider. Quand il voit quand je me baisse, parce que moi c'est les os qui sont touchés, j'arrive pas à me relever, il vient me relever. J'étais un peu sa confidente parce que quand elle partait en rendez-vous par exemple par rapport à son cancer, comment est-ce qu'il évoluait, j'étais la première au courant, elle me disait toujours tous les détails, tout, elle me montrait tout, enfin, c'était vraiment... on était vraiment soudés, quoi. Non, il y avait des moments où c'était vraiment, où je voulais pleurer, mais jamais devant elle, parce qu'après je savais que son moral était au plus bas, si en plus je pleurais devant elle, fallait pas, quoi, c'était pas une bonne idée. Alors, notre association est constituée de parents d'enfants ou de jeunes qui ont bénéficié donc du dispositif Atelier Cinéma Répit de Jade. Elle est composée également de professionnels de santé, de professionnels du cinéma. Voilà, ensemble, on a décidé de porter au-delà du dispositif francilien Jade, on a décidé de porter
une visibilité sur les jeunes aidants qui, voilà, Françoise l'a très bien décrit, n'existe pas aujourd'hui. Le dispositif, il est conçu en fonction de l'âge. On a 2 groupes d'âge, des enfants jeunes de 8 à 13 ans, qui vont, eux, réaliser un film d'animation. L'idée étant de leur donner la possibilité de se créer un avatar, de pouvoir faire juste ce pas de côté qui permet de raconter son histoire, ce qu'on vit, l'ambivalence de ses sentiments, ses questions. Et pour les plus grands, le dispositif est différent puisque les plus grands vont réaliser un documentaire sur leur vie. Une semaine chez Jade, on commence d'abord par réfléchir à quelle sera l'idée de notre film. Donc de quoi le film va parler, sur quelle personne ou sur quel ressenti ou des choses comme ça. Au départ, mes enfants ne voulaient pas y aller. Et pour eux, en fait, ils ont peur de... Dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, ils ne veulent pas y aller tout le temps. Ils ont toujours peur déjà de me laisser toute seule. Mon fils, il ne veut pas me laisser toute seule. Il a peur que je meure. Il a constamment peur que je meure, même la nuit. Des fois, là, ça fait pas longtemps qu'il redort dans son lit, mais avant, il dormait tout le temps avec moi parce qu'il avait peur que je meure dans la nuit. Et après, la deuxième semaine, on fait le montage du film, on fait les bruitages. Et souvent, en 2 semaines, on a le temps de finir notre film. Il y a aussi des ateliers le soir. On fait souvent des jeux le soir. On a des temps libres. Enfin, c'est vraiment une colonie, quoi. C'est une colo, quoi. Quand ils y sont allés, en fait, quand ils sont venus, ils étaient super contents, quoi. Déjà, comme ils m'ont dit, déjà ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas tout seuls. Déjà, ils ont pu parler avec d'autres enfants qui vivaient la même chose. C'est important parce que on ressent les mêmes choses, mais différemment, mais on ressent les mêmes choses. Oui, ils tissent des liens très très forts entre eux. Ils restent en contact entre les 2 sessions, voire même après, voilà, grâce aux réseaux sociaux qu'ils utilisent très régulièrement. Mais ils tissent des liens très très forts. Ils ont un suivi, il y a une psychologue, ils ont tout sur place, quoi. Il y a la cantine, il y a tout. C'est comme une colo, en fait. C'est comme une petite colo. Et puis moi, ça me soulage parce que je sais qu'ils sont avec des professionnels, des gens bien. Donc du coup, moi, je peux me reposer pendant ce temps-là. Nous nous sommes dit qu'avant de savoir ce qui était bien pour les enfants, il fallait juste leur laisser la possibilité de s'exprimer, qu'ils nous enseignent leurs besoins, quelles étaient leurs difficultés au quotidien, quel impact avait cette situation de jeunes aidants dans leur vie sociale, dans leur vie scolaire, dans leur vie tout court. Et cette question et ce constat est le même pour les parents. C'est-à-dire comment je peux, sans me sentir coupable des faits de ma posture de mère ou de mère, me dire que mon enfant m'aide, mon enfant m'apporte les médicaments, mon enfant va à la pharmacie, mon enfant s'occupe de son petit frère qui a 3 ans, il va le chercher à l'école maternelle, mon enfant de 14 ans fait faire les devoirs à celui de 8. C'est-à-dire comment dans notre société, ce sentiment de culpabilité fait que toute cette question est tue. C'est vrai que j'arrivais à leur faire leurs devoirs, etc. Et maintenant, en fait, j'étais tellement sur le canapé, tellement faible que quand ils me demandaient un truc, j'avais tendance à dire oui tout le temps. Et donc du coup, j'ai perdu de la crédibilité envers mes enfants, en fait. Pour eux, réaliser un film qui sera projeté dans une salle de cinéma est quelque chose qui est un processus de réparation et de restauration narcissique, puisqu'ils se disent dans le fond, je ne suis pas intéressante, c'est quelque chose qu'on entend en bouche, je ne suis pas intéressant. Le fait d'avoir été accompagnée de faire ce film et que ce film va être vu, d'un seul coup, si mon film est intéressant, ça veut dire que je suis peut-être moi aussi intéressante. Les adolescents vont réaliser un film documentaire, ça veut dire que la première semaine, ils vont apprendre à écrire un scénario, ils vont apprendre le maniement du matériel audiovisuel et ils repartent chez eux avec une caméra numérique. Et ils vont filmer. Et là où c'est essentiel, c'est le moment du montage. C'est un moment où ils donnent du sens à leur existence. Parce que monter, c'est donner du sens. Et pourquoi je choisis telle image? Et pourquoi je vais choisir tel propos? Qu'est-ce que ça vient porter de ce que j'ai envie de dire à tous? Et sur le plan psychique, c'est absolument essentiel. Et on voit des enfants qui étaient soit dans des positions un peu taiseuses, soit des enfants qui étaient en grande difficulté dans une espèce de brouhaha d'émotions et de sentiments. Comment, d'un seul coup, dans la scène du montage, ils vont comprendre quelque chose de leur existence. Et maintenant, elle parle plus, elle aime pas, elle le dit, j'aime pas parler de la maladie, mais elle l'aborde un peu mieux quand même. Et elle aborde plus le fait qu'elle a peur de me perdre. Avant, elle n'osait pas le dire, puisque pour elle, il n'y avait pas de maladie, et que maintenant, elle parle plus facilement
de la faim, en fait. Mais bon, ça nous arrive des fois d'en parler. Si on voit que le jeune n'a pas tout dit dans son film, qu'il s'agisse du film documentaire, du film d'animation, ou n'a pas pu tout dire, parce qu'on exprime artistiquement en fonction de son cheminement psychique, de ce qu'on vit tous les jours. Bien évidemment, il y a des jeunes qui en ont bénéficié déjà 3 fois. Ça fait 3 ans qu'ils le font. Et c'est vrai que cette année, même à l'école, quand il est retourné à l'école, on l'a trouvé beaucoup plus sage, beaucoup plus... parce que c'est bien, c'est qu'ils ne parlent pas que de la maladie. Ils peuvent aussi parler des choses qui les contrarient, autres que la maladie. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est du répit. Donc le répit, simplement au titre de cette mission de répit, on peut accueillir à nouveau les jeunes. Parce qu'au moins on fait une pause dans notre situation, on se dit je suis avec d'autres personnes, je peux faire d'autres choses, même si c'est toujours en rapport avec la maladie. Mais c'est une pause quand même. Gardez vraiment le lien, même si vous êtes fatigué. Essayez de faire des sorties quand même avec vos enfants. Essayez de faire des repas de famille, des sorties je sais pas, au cinéma, ou même si vous vous endormez pendant le film. Moi, ça m'est arrivé, je me suis endormie pendant le film. Mais c'est de garder ces petits trucs-là, les sorties. Si c'est une maladie grave et que la personne elle peut en mourir, de profiter au maximum de la personne, de lui dire tout ce qu'on a à lui dire avant que ce soit le moment final, de faire des choses avec elle, comme ça, quand elle partira, elle pourra partir. Et nous, on aura l'esprit tranquille, on n'aura pas de regrets, on aura tout fait. Pour l'instant, tout ce qu'on a à faire avec elle, on leur a dit tout ce qu'on a à lui dire. Mon objectif, c'est de rester jusqu'à ce qu'ils aient un métier, un travail, une maison. Même j'aimerais bien être grand-mère, voir mes petits-enfants. Et c'est vraiment mon objectif. Et je me battrai pour arriver jusque-là. Et si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave, je sais, j'ai confiance en eux, je sais qu'ils y arriveront.